Bonjour John, bonjour Didier. Alors, bonjour Nathalie. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode. Alors La vie, la mer, je rappelle, un moment convivial où on parle de la vie et de la mer. C'est un moment où j'invite pas mal de citoyens, pas mal de députés ou d'entrepreneurs pour parler de la vie et de la mer. Et donc aujourd'hui, Didier Legac, député de la 3e circonscription du Finistère depuis le 21 juin 2017, vous représentez la 3e circonscription du Finistère. Après avoir exercé 3 mandats locaux successifs comme maire de Lampol-Poirzel, puis conseiller départemental, vous êtes issu du secteur bancaire. Vous êtes ensuite orienté vers l'insertion et la formation et vous avez été réélu en 2022, donc 2017, 2022, 2024, avec plus de 69% des suffrages exprimés. Vous êtes particulièrement investi sur les secteurs moteurs de votre territoire, agriculture, pêche, défense, avec toujours comme fil conducteur le développement économique et l'emploi, en vous appuyant le plus possible sur l'expertise du terrain. Cet engagement vous a conduit à porter au Parlement plusieurs sujets maritimes structurants, de la défense aux énergies marines renouvelables, en passant par la pêche et la conchyliculture. Vous avez été notamment rapporteur de la loi visant à lutter contre le dumping social sur le transmanche, adopté à l'unanimité, et bravo, en 2023, dont vous suivez aujourd'hui l'application. Vous contribuez également depuis 2017 aux réflexions stratégiques régionales via le Bretz Lab. Monsieur le député, je suis ravie de m'entretenir avec vous. Et avant de rentrer dans les enjeux maritimes, j'aimerais commencer par quelque chose de plus personnel. Permettez-moi, si vous deviez raconter un moment de votre vie avec la mer, lequel vous viendrez spontanément ? Merci de m'accueillir, Nathalie, ici. Sans hésiter, je réponds tout de suite ma traversée de l'Atlantique. J'ai eu le plaisir, le bonheur de traverser l'Atlantique en 1999. Alors, quand on pratique un peu la voile, c'est tous ceux qui l'ont fait une fois savent que c'est un peu le Graal. Et donc, 20 jours de bonheur, 20 jours de traversée entre les îles du Cap-Vert et puis les îles de la Barbade. Donc, voilà. Un bonheur, bien évidemment, de travers pendant 20 jours, mais aussi, pour moi, qui viens plutôt de la terre, eh bien, c'était aussi un moment complètement inespéré. Et donc, voilà, un grand bonheur, ma traversée de l'Atlantique en 1999. Merci, monsieur le député. Alors justement, la France possède le 2e espace maritime mondial et pourtant cette puissance reste méconnue. Comment l'expliquez-vous ? Est-ce que vous savez ce que disait Éric Tabarly quand on l'interrogeait sur le lien des Français avec la mer ? Eh bien, Éric Tabarly répondait, vous savez, Éric Tabarly bougonnait toujours un peu et répondait, pour les Français, la mer, c'est ce qu'ils ont derrière eux lorsqu'ils sont assis sur la plage. Voilà. Il était un peu en colère à chaque fois qu'il donnait cette expression parce qu'il disait que voilà, les Français ne mettent pas la mer à leur juste place dans le pays. Donc oui, effectivement. Alors bon, après c'est un peu exagéré. Est-ce qu'ils méconnaissent vraiment le 2e espace maritime mondial ? Oui, sans doute. Sans doute que les Français ne savent pas exactement ce que c'est que la zone économique exclusive. Sans doute qu'ils ne savent pas que cette ZEE a 11 millions de kilomètres carrés. Mais quand même, j'ai le sentiment quand même que les mers savent que les Français savent que la mer, c'est ce qui longe les côtes françaises et partout, là, chaque fois qu'ils vont en vacances. Enfin, l'économie maritime ou le maritime est quand même à l'esprit des Français, j'en suis sûr. D'accord. Alors justement, puisque vous parlez des Outre-mer, vous l'avez dit, ces Outre-mer représentent 97% de notre ZE. 8 millions de nos concitoyens y vivent. Partout, on les voit souvent, plutôt comme des charges et non pas comme des solutions, avec leurs difficultés et leurs distances. Comment mieux les intégrer dans la stratégie maritime nationale ? Et permettez-moi, monsieur le député, de faire une petite assise et nous rappeler collectivement que nous avons effectivement 13 territoires ultramarins, Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Arc Antilles, qu'on connaît bien parfois à titre personnel pour y passer des vacances, vous avez raison de le dire, la Guyane aussi, et puis de l'autre côté, on peut passer par la Réunion, Mayotte, dont on parle beaucoup, sa reconstruction, et puis cet axe Indo-Pacifique qui se termine par la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie, entourée des îles éparses et entourée de magnifiques sites à préserver. Pour vous, quel est votre regard sur les territoires ultramarins et comment mieux les intégrer dans cette stratégie nationale que nous sommes ?
Après, effectivement, vous avez raison de rappeler que ce sont des régions périphériques. Et donc, à partir du moment où on utilise ce mot, des régions périphériques, ça veut dire périphérique de Paris, en fait. C'est ça la réalité. C'est que c'est vu de Paris, donc c'est très très loin. Et que donc elles sont un peu délaissées. Toute proportion gardée, je connais un peu le même phénomène. Je suis breton. Et je suis breton, en plus finistérien, donc tout au bout de l'ouest de la France. Et je me considère, on nous a souvent considéré comme une région périphérique. Donc je sais ce que ça veut dire quand on est périphérique de Paris. Mais plus sérieusement, à mon avis, ça va changer. Vous l'avez rappelé, le nombre de territoires ultramarins. On dit du pays, de notre pays, la France est le pays où le soleil ne se couche jamais. Parce qu'effectivement, on a la chance extraordinaire d'avoir tous ces territoires ultramarins répartis de manière assez équitable, en plus tout sur le globe terrestre. Et à mon avis, j'ai l'intime conviction que compte tenu du rabattage des cartes, du rabattage diplomatique des cartes en ce moment dans le monde, plus que jamais, on va se rendre compte combien on a besoin des territoires ultramarins et combien ces territoires sont ultra stratégiques pour le pays. Absolument. La France a ses territoires ultramarins, mais on peut dire aussi que l'Europe est aussi un archipel. Il y a l'archipel France, 13 territoires ultramarins, mais nous avons aussi cet archipel Europe avec 22 territoires ultramarins. Et effectivement, nous... Regardez les tensions actuellement dans le monde, où elles se trouvent, en Indo-Pacifique, au nord de l'Atlantique, dans l'Arctique. Et on a la chance effectivement d'avoir des territoires partout. On a des points de chute, effectivement. Donc, à mon avis, notre regard sur les territoires ultramarins va encore se modifier là, très rapidement. Merci, monsieur le député. Alors, je suis ravie d'accueillir John. John, que nous avons vu dans une autre émission. Et j'ai trouvé votre regard, John, très, très, très agréable et très sympathique. Et donc, je me suis dit que de temps en temps, vous pourriez m'accompagner pour ces interviews. Et donc, je vous propose de parler de l'éolien offshore, par exemple, John. Avec grand plaisir. Merci, Nathalie. Merci, monsieur le député. Alors effectivement, on a parlé d'ultramarin, on a parlé de la Bretagne. Alors on va revenir en Bretagne, donc dans ce sujet aujourd'hui de l'éolien offshore qui fait polémique en Bretagne, et on aurait beaucoup aimé avoir aujourd'hui votre analyse sur la situation. Est-ce qu'il y a aussi des clés de résolution sur ce sujet ? Alors, je ne suis pas complètement d'accord avec vous. Les EMR, les énergies marines renouvelables, et leur implantation en Bretagne ne fait pas tellement polémique. Bien évidemment, il y a une frange de la population plutôt minoritaire qui est résolument contre, pour plein de raisons. Parfois, ils considèrent que l'énergie renouvelable n'est pas aussi performante qu'une autre énergie. Et donc, il y a une partie qui est contre, une autre partie qui est plutôt pour, mais qui aimerait bien ne pas l'avoir devant ses fenêtres. Mais la grande majorité des Bretons est plutôt favorable, je pense, à l'énergie renouvelable. Parce que, d'abord, on a bien compris qu'il fallait qu'on sorte de notre dépendance à l'énergie fossile. Et puis, en plus, quand on est en Bretagne, on n'a pas d'énergie. On n'a pas de pétrole, on n'a pas de centrale nucléaire. Et on a connu, encore il n'y a pas très longtemps, dans un passé assez récent, des blackouts. Moi, quand j'ai grandi, c'était pas rare, pendant plusieurs jours, que nous n'avions pas d'électricité, parce qu'il y avait une tempête ou il y avait du mauvais temps. Donc aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et on a 2 parcs éoliens qui sont en service. Et puis personne n'en parle. On a celui alors je dis en Bretagne, exprès parce qu'il est en Loire-Atlantique, il est au large de la Baule. C'est ce premier parc qui a été le premier parc en France d'ailleurs en service. On en a un autre à Saint-Brieuc depuis quelques années qui est en service, ou qui a montré une parfaite compatibilité entre les activités humaines avec les marins-pêcheurs, la coquille Saint-Jacques qui continue à proximité. Donc il y a une compatibilité avec les activités humaines. Et non, franchement, je pense même que les Bretons ressentent une fierté. On a ces 2 premiers parcs qui sont en service en France. L'occasion aussi pour moi de rappeler, parce qu'on parle beaucoup des trains qui arrivent en retard, pas assez, à mon avis, d'une manière générale en France, de ce qui marche. Quand j'étais élu député, ça faisait partie des premiers dossiers, parce qu'en tête, on parlait tout à l'heure, quand j'étais très intéressé par les politiques maritimes, donc je suis une sorte de lobbyiste de la mer, et en 2017, il n'y avait aucun parc éolien en mer. Quand vous regardiez la carte des parcs en Europe, il y en avait partout. En Belgique, en Grande-Bretagne, au Portugal, en Écosse, en Grande-Bretagne, en France, sur la façade atlantique ou méditerranéenne, pas un seul parc. Aujourd'hui, ça y est, on en a 3 ou 4 en service, encore 3 ou 4 à venir. Donc voilà, on arrive. Et pour la première fois cette année, en 2025, ça y est, l'énergie décarbonée représente 40% de l'énergie totale consommée en France. Donc ça y est, on y est et on va continuer. Il y a d'autres projets en cours. Il y en a un notamment au large de Belle-Île. C'est vrai qu'il y a des contestations. Il y en a un autre au large de Morlaix qui va aussi voir le jour. Un parc éolien flottant cette fois.
Il y a des contestations, il y a quelques oppositions, mais il faut qu'on avance. Et on en parlera tout à l'heure aussi, notamment des plus jeunes. Bon, je crois que pour une grande partie de la population d'une génération, ça fait plus débat, quoi. Il faut y aller. Alors, on a parlé des EMR. Merci beaucoup, monsieur le député. Alors, la filière, justement, des EMR attend toujours une publication de la programmation pluriannuelle de l'énergie, qu'on appelle un peu plus communément la PPE3. Comment est-ce qu'on peut sortir de ce brouillard ? Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas une bonne chose puisque tous les professionnels l'attendent. Bon, néanmoins, quand même, je viens de le rappeler à l'instant, le gouvernement, l'État français a donné une feuille de route qui est relativement claire avec 10 ou 11 appels d'offres et 10 ou 11 projets en France, côté Atlantique et Méditerranée, pour les parcs éoliens. Donc la feuille de route, elle est tracée. Maintenant, c'est vrai qu'il reste toujours une inconnue. Et pourquoi la PPE n'est toujours pas sortie ? C'est parce que le budget et les finances publiques sont extrêmement tendues et que, bien évidemment, il faut faire attention au coût de rachat du prix de l'électricité lié à l'EMR. Il faut que ce coût, effectivement, soit un coût de marché. Il faut aussi qu'il corresponde au prix de... À la fois, il faut qu'il corresponde au prix de revient des industriels qui nous disent « mais nous, on ne peut pas vendre à perte. À ce prix-là, on ne peut pas construire un parc. » Et il faut aussi tenir compte du prix du marché parce que de l'autre côté, on va nous dire on ne peut pas non plus acheter le prix du kilowatt éolien en mer à un prix démesuré et complètement hors marché. Donc, comme toujours, il faut essayer de trouver un équilibre entre les deux. C'est pas une question française simplement. En Europe aussi, il y a beaucoup d'appels d'offres qui sont en ce moment même qui sont infructueux pour les mêmes raisons de coût. Mais je compte bien en tous les cas que la PPE... dans tous les cas, PPE ou pas PPE, à mon avis, l'économie décarbonée, le fait de sortir du fossile, fait consensus aujourd'hui. Tout à fait. Et alors, les collectivités territoriales, elles sont en première ligne face au recul du trait de côte. Alors, selon vous, l'État, quel accompagnement l'État doit mettre en place pour aider les territoires à affronter, attention petit jeu de mots, un tsunami d'investissement à venir sur tout ça ? Un tsunami d'investissement, puis un tsunami tout court, peut-être. Parce que le trait de côte, c'est d'abord ça. C'est comment, demain, on se prépare, suite au réchauffement climatique, comment on se prépare à une montée des eaux, tout simplement, et comment une partie de nos littoraux est rayée de la carte. Trait de côte, c'est pas simplement une expression, ça veut dire trait de côte, parce qu'effectivement, cette partie-là pourrait demain être submergée. Le ministre de l'écologie, nouveau ministre de l'écologie, Mathieu Lefèvre, est intervenu cette semaine pour dire qu'il y aura bientôt justement une programmation, des actions qui seront intégrées à une stratégie nationale du trait de côte. Donc la prise de conscience est là, l'État est en train de mettre en œuvre une feuille de route, mais quand même, là aussi, on avance. Moi, j'ai été maire d'une commune littorale, trait de côte, on n'en parlait pas du tout il y a 20 ans. Aujourd'hui, le trait de côte, il est intégré dans les documents d'urbanisme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsque vous achetez une maison qui est au bord de la mer, les notaires vous disent, attention, si vous achetez cette maison sur le terrain, il faut que vous sachiez qu'il est dans le trait de côte. Et il est en partie submersible. Donc là aussi, il faut qu'on continue, que le gouvernement présente sa feuille de route, mais il y a bien une réalité et qui est déjà intégrée, notamment chez les élus locaux qui ont toujours plein de bon sens, de pragmatisme, et les élus locaux sont en train d'intégrer le trait de côte. Alors bien sûr, maintenant, ils demandent de l'État qui les aide, notamment d'un point de vue financier, mais on va y aller. Et en tout cas, la prise de conscience, là encore, elle est là. C'est vrai que les événements des derniers jours nous montrent ce qui se passe, notamment en Bretagne, avec des submersions. Et on pense effectivement aux communes qui sont touchées. C'est vrai qu'il y a aussi un autre point sur le changement de trait de côte, c'est l'impact que ça aura probablement sur certains métiers de l'économie du littoral, entre autres, parce que effectivement, il faut regarder la question du changement de trait de côte très vite, que ce soit en hexagone ou sur les territoires ultramarins, mais aussi l'adaptation aussi de cette économie maritime, entre autres, qui est sur cette bande de littoral. Ça touche peut-être l'attractivité des villes. Donc, il faut repenser les modèles ou accompagner les modèles pour effectivement limiter l'impact de l'attractivité de ces villes ou de ces villes côtières, d'ailleurs, qui sont aujourd'hui dans le viseur quand même. Et encore une fois, c'est une politique qui est très récente. Rappelez-vous Xantia. Xantia, c'est des dizaines de morts en France.
il y a un peu plus d'une vingtaine d'années. En Vendée, une tempête monstrueuse qui arrive et des dizaines et des dizaines de maisons qui sont inondées, les personnes à l'intérieur, parce que le côté submersion était absolument pas pris en compte. Et c'est pas il y a 50 ans ou il y a 100 ans, c'est juste il y a 20 ans, puisque la tempête Xantia, c'est à la fin des années 80, tout à fait, c'est avant-hier. Et donc c'est... Mais effectivement, et on peut le noter, on remercie aussi tous les centres de recherche qui travaillent. Je pense au CEREMA, mais je pense aussi notamment aux travaux de la SNML avec Sophie Panonacle, absolument, et puis d'autres. Je pense à l'IFM aussi. Le cluster l'a fait. On a écrit sur le changement de trait de côte et c'est un sujet qu'il faut prendre maintenant pour effectivement aider les communes. Et puis C'est vrai, Sophie Panonacle se bat effectivement pour essayer de trouver un moyen de financement où on pourrait aller lever, non pas un impôt, mais une taxe. On avait pensé au marché, elle avait pensé au parc éolien, justement, pour essayer de prélever une partie des taxes des parcs éoliens pour alimenter un fonds qui viendrait aider les communes à faire face au trait de côte. On demandera à Sophie de venir, absolument, de venir nous donner effectivement son actualité et ses enjeux. On va maintenant parler de féminisation des métiers de la mer. Et donc, je vais, cher monsieur le député, vous proposer un échange avec Valentina et Juliette, deux jeunes femmes qui ont quelques questions à vous poser sur ces sujets qui sont clés. Puis on parlera aussi de jeunesse, de donner une place à la jeunesse. Donc je vous propose de les accueillir. Très bien, avec plaisir. Monsieur le député, les femmes restent très minoritaires dans certains métiers comme la marine marchande, la pêche ou certaines activités portuaires. Selon vous, quel levier faudrait-il activer pour féminiser réellement ces secteurs ? Alors là aussi, toujours parler des trains qui arrivent à l'heure et pas seulement des trains qui arrivent en retard ou du verre à moitié vide ou à moitié plein, c'est vraiment pour moi quelque chose d'important. Oui, c'est vrai qu'elles sont largement encore insuffisamment représentées dans la communauté maritime, mais quand même, aujourd'hui, le taux de féminisation globalement dans le maritime est de 20%. Donc 10-20 ans en arrière, on était loin de ce taux. Et on commence à voir des femmes, bien évidemment, de plus en plus à l'École nationale supérieure de la marine marchande, de la marine nationale, à l'école navale, un peu partout, des femmes qui non seulement s'investissent dans le maritime, mais qui en plus prennent des responsabilités. Mais il faut continuer avec l'État, avec les pouvoirs publics, les politiques publiques, donc le ministère de l'égalité hommes-femmes, avec beaucoup d'associations aussi, je ne vais pas toutes les citer, mais il y a énormément d'associations qui œuvrent pour faire connaître, ouvrir le monde maritime aux femmes, parce que tout simplement, parfois, elles n'osent pas, mais parce qu'elles ne savent pas. Elles ne pensent pas que certains métiers de la mer leur sont accessibles, leur sont ouverts, et donc elles ne viennent pas naturellement, spontanément vers ce milieu. Mais donc voilà, 20% aujourd'hui, j'espère qu'on va au moins doubler dans les années à venir. Mais je pense aussi que ça se fera un peu naturellement. Moi, monsieur le député, ma question va concerner la place accordée à la jeunesse. De plus en plus de jeunes veulent s'investir dans les sujets maritimes. Comment pourrions-nous mieux les intégrer dans la conception des politiques océaniques de manière concrète et utile ? Alors, je ne sais pas si les jeunes ont véritablement envie d'être intégrés dans la conception des politiques océaniques, mais en tous les cas, bien évidemment, il faut là aussi... Après, là, je suis plutôt optimiste. Enfin, les jeunes viennent assez naturellement vers la mer. Ils viennent souvent, ils rentrent dans le milieu maritime d'abord par la carte de la protection de l'environnement, parce qu'ils sont très attachés d'abord à ce thème. Pour eux, la mer, les océans, eh bien, c'est quelque chose qu'il faut protéger. Donc, ils viennent dans des associations comme la Surfrider Foundation et beaucoup d'autres. Et puis, là aussi, c'est à nous, pouvoir public, de mettre en œuvre toujours des leviers, des actions pour les faire venir. À Brest, chez moi, j'ai le CINAV, qui est le campus industriel des métiers de la mer, qui fait un travail remarquable. D'ailleurs, le cluster maritime est partenaire du CINAV. Ça a été créé avec Jean-Yves Le Drian il y a quelques années. Et le CINAV va dans les écoles, dans les lycées professionnels, va dans les universités et va véritablement présenter les métiers de la mer. Et va aussi expliquer aux jeunes ou aux jeunes femmes parfois les représentations qu'ils peuvent avoir de certains métiers, leur expliquer combien ces métiers sont accessibles. Donc là aussi, toujours pareil, c'est à la fois l'État qui doit actionner, qui doit encourager, et aux côtés des associations. Ok, merci beaucoup. Alors moi, j'avais une seconde question sur les enjeux.
Au regard des enjeux écologiques et de la nécessaire préservation des ressources, selon vous, vers quel modèle la pêche en France devrait-elle évoluer ? Après, je ne sais pas s'il y a un modèle, il y a peut-être plusieurs modèles, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin de la pêche d'abord, déjà. Et donc, moi, je continuerai à défendre toujours ce métier, parce que c'est une question de souveraineté alimentaire. Hein. Vous savez, on importe 90% du poisson qu'on mange, et que donc on a besoin effectivement d'assurer. On a la chance en plus d'avoir une flotte de pêche conséquente en France, d'avoir plusieurs ports de pêche fraîche débarqués, et donc ce serait dommage effectivement un jour de devoir s'en priver. Moi, dans mon territoire, j'ai le parc naturel marin d'Iroise. J'y étais encore la semaine dernière avec Catherine Chabot, la ministre de la Mer, et on lui a expliqué combien justement il était possible de concilier activité humaine et protection de l'environnement, protection des océans. Dans ce parc naturel marin, qui a été créé il y a plus de 20 ans, le premier en France, on est justement capable de concilier les activités humaines et la protection de l'environnement. Il n'y aurait rien de pire que de mettre la mer sous cloche, en fait. C'est ce que certains demandent. Hein, on arrête la pêche, on arrête les activités humaines, on crée des parcs un peu partout, et dans ces parcs-là, on met des contraintes très fortes. C'est facile. C'est ce qui est le plus facile. On crée des endroits où on interdit les activités humaines. Or, c'est pas ça, justement. Le plus compliqué, c'est mettre les gens autour de la table et de concilier les activités. Et on y arrive, je vous dis, chez moi, on y arrive. Marin-pêcheur, pêcheur de homard, pêcheur à pied, plaisancier, en droit de naviguer. Mais simplement, ils rentrent dans des zones où ils doivent faire attention. Il y a quelques contraintes parce que la mer est un milieu fragile. Mais c'est possible, on y arrive. Très bien. Alors moi, je vais finir sur une question sur les transitions. La transition maritime dépend aussi de la demande, transport, tourisme, consommation de produits de la mer. Et donc, quel rôle concret attribuez-vous aux jeunes citoyens dans cette transition ? En fait, quand j'ai lu cette question, je me dis que les jeunes ne sont pas dans la transition. En fait, les jeunes sont la transition. Moi, ma génération, on est dans la transition, puisque la transition, ça veut dire passer d'un état à un autre. D'accord ? Donc effectivement, nous, véritablement, on a connu le milieu industriel, la période industrielle où on se fichait ou contrefichait de l'environnement. Il n'y avait qu'une chose qui comptait, c'était produire dans des activités humaines. Et aujourd'hui, on est vers un autre système de transition. On nous envoie effectivement vers un système, et c'est heureux, de transition qui doit tenir compte de son environnement et de respecter celui-ci. Et les jeunes, vous n'avez pas connu l'ère d'avant, l'ère, je veux dire, presque post-industrielle. Et donc, vous êtes la transition. Et vous êtes dedans, donc il n'y a pas besoin de vous embarquer dans la transition, parce que pour vous, c'est tellement naturel, la transition écologique, la sobriété des déplacements, la défense de l'environnement. Donc voilà, il n'y a pas besoin pour moi d'attribuer aux jeunes une place particulière. Eux, ils sont dans la transition, et c'est eux qui nous montrent le chemin, justement. D'accord, merci beaucoup. Monsieur le député, alors maintenant, j'aimerais quand même qu'on revienne sur les sujets 2025. Un sujet 2025 qui a beaucoup ému, je dirais, le cluster, les fédérations, c'est la question de la décarbonation. Vous savez ô combien on réalise un certain nombre d'actions, la feuille de route de décarbonation signée par les différents ministres de la mer, articulée et travaillée avec la DG AMPA. Je veux aussi mentionner le fonds Pulse, dont je n'ai pas encore parlé aujourd'hui. Le fonds Pulse qui met 200 millions sur la table pour proposer l'innovation sur la décarbonation pour les entreprises et les pêcheurs d'ailleurs. Donc il y a des choses qui vont démarrer, qui sont très intéressantes en 2026 pour la pêche et qui ont déjà bien démarré en 2025 pour l'innovation. Je pense à Vela, mais je pense aussi à d'autres entreprises. Maintenant, moi je voudrais revenir sur un épisode de fin de printemps qui est le CIMER. Oui. Parce que le CIMER, qui est quand même une organisation, je dirais, extrêmement respectée et respectable, hein, qui est le comité interministériel de la mer, qui regroupe l'ensemble des ministères sous l'égide du Premier ministre. Donc, le compte-rendu du CIMER a promis 90 millions d'euros de recettes dites ETS pour décarboner le maritime. Le budget en prévoit aujourd'hui 70. Comment analysez-vous ce recul de l'État ou qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, c'est vrai.
Bon, d'abord un recul, oui, on revient loin quand même. On revient loin, Madame la Présidente, puisque on est à 70, alors pas tout à fait 70, puisque c'est 70 millions qui sont inscrits en autorisation d'engagement et 20 millions de garanties par BPI. Donc on est quasiment 90 millions, même si ce n'est pas effectivement la forme qu'on attendait. Mais on revient loin, puisque vous le savez, et, pendant un moment, on parlait de la quasi-disparition des 90 millions d'ETS. On a passé plusieurs semaines quand même à chercher où ils étaient, ces 90 millions. Peut-être pour tout le monde, bon, on réexpliquait, mois de septembre, changement de gouvernement, enfin, c'était un peu compliqué. Et là, pour le coup, l'été passant, tout début septembre, on réalise que la décision du CIMER des 90 millions pose problème. Donc, on revient de loin. Oui. C'est ça, on revient de loin, effectivement, puisque donc il y a l'élaboration du budget cette année dans des conditions que l'on connaît, avec une instabilité des gouvernements qui se succèdent, avec en plus un plan d'économie que le gouvernement voulait réaliser qui n'a pas pu se faire, au nom des compromis politiques. Et donc, ces 90 millions, effectivement, ils ont bien failli disparaître. Donc, ils sont quasiment là, 70 plus 20 millions. Et c'est extrêmement important. D'abord, vous l'avez rappelé, parce que c'est la parole de l'État. Donc, l'État, quand même, doit respecter sa parole. ETS, et puis parce que ETS, donc, pour que les gens comprennent bien, le marché carboné européen, qui est un bon dispositif, qui vise à rechercher, à trouver des ressources pour déployer des projets de décarbonation et inciter donc à la réduction des émissions de CO2. Et puis derrière, c'est aussi bon pour l'économie, puisque ETS est un formidable réservoir d'innovation, puisque effectivement, toutes les compagnies maritimes, tous les acteurs du monde maritime sont en train de rechercher demain comment décarboner. Donc c'est aussi bon, bien évidemment, pour toute la filière. Et on va être capable de relever le défi. Mais c'est vrai que... et puis les armateurs nous disaient, mais c'est un juste retour des choses, puisqu'on nous cotise, on prélève cette somme-là pour le compte de l'État, on les prélève sur nos recettes, on les prélève sur nos billets de vente. Lorsqu'on vend un ticket de vente, un ticket à un passager, eh bien on prélève l'ETS. Donc c'est normal qu'après tout ça est mis dans un pot commun et qu'on puisse, grâce à cette somme d'argent récoltée, eh bien financer des projets de décarbonation. Donc j'espère qu'on va y aller. C'est vrai que ça faisait partie des dossiers qu'on a beaucoup défendus avec quelques députés à l'Assemblée nationale. Et là, c'est le rôle des parlementaires d'aller justement à chaque fois monter au créneau. Il y avait l'ETS, il y avait les exonérations de charges, il y avait la taxe autonome, des sujets où effectivement pas beaucoup de monde malheureusement en parle à l'Assemblée. Donc heureusement qu'on est quelques-uns pour dire mais attendez, là vous avez oublié quelque chose d'ETS. Et donc le gouvernement dit bon... C'est vrai qu'on vous a suivi et vous n'étiez pas nombreux à soutenir ces 2-3 grosses propositions ou modifications de textes de loi à l'automne. Et je me souviens effectivement parfois, à une voix près, ça a basculé vers un non et un no-go. Et en tout cas, on vous remercie parce que même si effectivement le combat n'a pas toujours été gagné, ça fait du bien de voir des députés soutenir ces questions extrêmement particulières. Merci beaucoup, mais c'est vrai que tout à l'heure on parlait de la méconnaissance des Français, de leur milieu maritime à l'Assemblée nationale. Malheureusement, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on est 577 députés et puis la mer est donc la deuxième puissance. On est la deuxième puissance maritime au monde et on parle très peu de la mer, très peu des publics, des politiques publiques maritimes. Donc on est quelques députés, on peut les compter quasiment sur les doigts de nos deux mains, toujours les mêmes, et qui viennent effectivement sur 577. Donc là, c'est important. Et on est écouté, on est entendu. Et ça, on est votre relais, et donc ça, effectivement, c'est important. Mais donc l'ETS, la première bataille est gagnée. Maintenant, effectivement, voir comment on la met en œuvre. Alors, avant de compléter cette question, effectivement, je voulais faire un petit commentaire sur ce que vous venez de dire. Vous êtes seul, ou en tout cas, parfois, on se sent un peu seul. Ouais. Et c'est vrai qu'on s'est amusé là, récemment avec le Sort maritime français. On se dit, vous le savez tous, c'est 500 000 personnes à peu près qui travaillent dans le monde maritime. Et on sait, en fonction de certaines activités, parfois la pêche, on a un effet indirect d'emploi qui est multiplié entre 3 et 4 ETP. C'est-à-dire pour un ETP généré dans le maritime, vous avez 2 ou 3 emplois qui sont, voire 4 qui sont installés dans le monde privé en indirect. Et donc, ça veut dire qu'en fait, le maritime, si on fait juste un bref calcul, c'est quasiment 3 millions de votes. Ah oui.
Mais oui, parce que... Oui. Ah, mais il faudrait le dire plus souvent, ça, Nathalie. Parce que 500 000 personnes avec une incidence d'emploi indirect. On rappelle que derrière chaque pêcheur, vous allez avoir par exemple la criée. Donc vous avez des emplois qui sont indirects. Absolument. Et donc on sait que dans le milieu de la pêche, le taux de multiplication c'est entre 3 et 4. Sur d'autres activités du maritime, c'est entre 2 et 3. Donc si on met à 3,5, ben voilà. Donc on est presque à 2 millions de votes. Donc je vous le dis, monsieur le député, au passage. Et donc après cette petite parenthèse, je voulais effectivement avoir votre vision, puisqu'au-delà de l'ETS, selon vous, quelles seraient vos solutions pour mieux décarboner notre flotte, nos infrastructures portuaires et énergétiques, puisque tout ça, c'est quand même vital pour la France. On le rappelle, 9 produits sur 10 dans le monde passent par un port, 70% sur l'Hexagone. Donc tout ça, c'est évidemment très vital. Donc pour vous, la décarbonation et les solutions pour décarboner mieux, plus vite ou différemment Non, on est. Alors bien sûr, il faut laisser du temps parce que c'est une véritable révolution, ce qu'on est en train de vivre, la révolution de la transition énergétique. On a vécu sur un modèle qui était le modèle des énergies fossiles pendant presque plus d'un siècle. Et donc là, aujourd'hui, c'est assez récent. On nous dit, mais il va falloir changer de modèle. On va arrêter avec le pétrole et maintenant, il faut trouver des nouveaux moteurs. Ça concerne le maritime, ça concerne l'aviation, ça concerne à peu près tous les secteurs. Moi, qui suis aussi beaucoup l'agriculture, c'est pareil. Et je ne connais pas un secteur d'activité qui n'est pas en train de réfléchir sur la transition et le maritime, mais souvent en pointe. Regardez les nouveaux bateaux de la Britannic Ferry et combien d'autres où on est en train de sortir de l'énergie fossile, on est sur des moteurs hybrides et ça va très vite en matière de lutte contre la pollution de l'air, la pollution liée aux moteurs. Donc moi je suis assez confiant. Et puis il y a le vélique, il y a l'électrique, on va y arriver. Et je regrette d'ailleurs que souvent on a une forme d'écologie qui s'exprime, ou écologie un peu punitive, qui dit que rien ne va en France. Moi je considère qu'on est l'un des pays au monde, en Europe et dans le monde, où la transition est le mieux engagée dans tous les domaines, et qu'il faut continuer à l'encourager. En plus, c'est une telle source d'emploi, c'est un tel gisement d'emploi pour la filière, des ingénieurs, des jeunes qui travaillent, il y a des nouveaux modèles, c'est absolument extraordinaire ce qu'on est en train de vivre, et les gens ne se rendent pas bien compte. En fait, on s'est posé aucune question pendant un siècle et demi, on est au pétrole, et là, on réfléchit sur plein de formes d'innovation et c'est assez extraordinaire. Donc on y est, mais c'est vrai que ça prend un peu de temps. Quelqu'un avait dit qu'on avait un mur d'investissement devant nous. C'est vrai, c'est un mur, mais on va y arriver. La France innove beaucoup. On a beaucoup de start-up, beaucoup de grands groupes. Et effectivement, on nous envie ça aussi. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de le dire. On est très créatif, très disruptif. On ose. Et vous l'avez dit, notamment dans le maritime, il y a des belles choses. Alors maintenant, j'ai envie de repasser la parole à John pour parler complètement d'autre chose. John, on va revenir un peu quand même aussi à terre. Et donc, si tu veux bien nous parler de pression, différentes pressions que nous pourrions évoquer avec le député Le Gac. Tout à fait. Alors, monsieur le député, il y a 12% des Français qui vivent aujourd'hui sur seulement 4% du territoire. Et en 2025, maintenant 2026, le foncier explose. Les habitants peinent à se loger. C'est de plus en plus dur. Comment aujourd'hui on peut agir sur ces pressions du logement sans pour autant fragiliser le tourisme qui aujourd'hui aussi est une manne économique importante et très importante, primaire même pour la France, et qui est une première source d'emploi pour les littoraux. Voilà. Donc, quel regard sur la Bretagne? Juste, permets-toi, monsieur le député, avec la question de la pression sur le foncier maritime, puisque le foncier portuaire est aussi extrêmement important pour les questions dont on a évoqué tout à l'heure. Donc, comment on arrive à être agile Alors là, c'est vraiment le boulot, le job du politique, effectivement. Vous parlez de la Bretagne, c'est vrai, une question qu'on connaît bien, puisqu'on a vu encore plus depuis le Covid toute une partie de la population française qui est venue vivre en Bretagne, aussi pour des raisons climatiques. On est en train d'accueillir les réfugiés climatiques de France qui ont trop chaud dans le sud. C'est pas une question uniquement franco-française, c'est une question mondiale. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a 60% de la population mondiale qui vit au bord de la mer.
60% de la population mondiale. Si vous regardez la carte du monde, toutes les grandes villes, et la population est au bord de la mer. Donc ça, bien évidemment, ce n'est pas sans poser des questions. Chez nous non plus. Il y a une juxtaposition des usages, des populations, une cohabitation des populations qui n'ont pas tous les mêmes intérêts, les mêmes objectifs. Regardez, en Bretagne, il y en a qui viennent pour un côté résidentiel, pour prendre leur retraite. D'autres qui ont toujours envie de travailler, bien évidemment. Puis ça pose plein de questions. Nous, par exemple, la Bretagne, on est en train de vieillir plus vite que les autres, puisqu'avec l'afflux, c'est une nouvelle population, surtout des retraités qui viennent. Donc ça veut dire en termes de politique publique, mais il faut tenir compte. Ça veut dire construire plus d'EHPAD peut-être. Ça veut dire demain faire attention au maintien à domicile. Et puis, toujours ce que je disais tout à l'heure, qui est un peu le fil rouge de mon discours, c'est toujours être capable de concilier toutes les activités. Regardez que Nathalie connaît bien la conchyliculture. Parce que ces personnes qui viennent vivre, l'un des enjeux, c'est quoi ? C'est le traitement des eaux. Le traitement des eaux usées, parce que ces gens-là ont toutes des activités. Et donc, on a des stations d'épuration qui sont parfois saturées. C'est un des exemples très concrets de cette surpopulation au bord de la mer. Donc, des stations d'épuration qui débordent parfois et donc qui viennent, télescoper les activités conchyliculture. Voilà, oui, c'est vrai qu'on a des vrais usages. Ça vient aussi, effectivement, télescoper avec les activités maritimes. À Brest, là, on est en train de construire sur un polder qui doit accueillir les grands mâts gigantesques des énergies marines renouvelables dont on parlait tout à l'heure. Tout ça nécessite du foncier. Donc, effectivement, il faut qu'on apprenne à vivre les uns à côté des autres. Et puis, c'est pas simple en matière de foncier, notamment. Vous savez que l'État a mis en place une politique de sobriété foncière en même temps. C'est assez compliqué, puisque non seulement on doit accueillir de plus en plus de monde, donc on doit construire des logements, mais en même temps l'État nous dit attention, vous ne pouvez pas construire des logements partout parce que vous devez aussi mettre en place une politique de sobriété foncière, c'est-à-dire de zéro artificialisation nette. Donc tout ça, les urbanistes, les jeunes, les architectes sont en train de réfléchir. Mais peut-être que demain, on peut sortir du modèle du pavillon, construire en hauteur, des appartements. Enfin, il va falloir. Et là encore, on n'est qu'au début. On est vraiment qu'au début de cette politique toute nouvelle qui doit nous dire demain, il faut qu'on vive différemment, peut-être vivre plus aussi les uns avec les autres, partager des lieux. Est-ce qu'on a tous besoin d'avoir une maison individuelle, etc. Donc, mais tout ça, il faudra du temps. Alors, tout n'a pas l'air si simple, mais alors, pour continuer dans la dynamique, justement, surtransposition des directives européennes, empilement des réglementations, la combativité de nos entreprises maritimes françaises, en fait, est-ce qu'elle ne serait pas plombée par un excès de normes ? Il y a des normes, bien évidemment. Il faut faire attention que ces normes soient partout les mêmes. À côté du secteur maritime, il y a un autre secteur que je suis très étroitement, c'est celui de l'agriculture, puisque ce sont les deux poumons de la Bretagne, toujours la mer et la terre. Et en matière d'agriculture, notamment, on parle souvent effectivement des surtranspositions, c'est-à-dire que les agriculteurs français n'ont pas les mêmes règles, parce qu'on se remet des règles par-dessus. Et donc, on est moins compétitif qu'un agriculteur espagnol ou allemand, parce que nous... donc ça ne devrait pas exister. Et je me bats contre ces surtranspositions européennes, parce que la loi doit être la même pour tous, et pour le maritime, c'est pareil. C'est vrai qu'il y a beaucoup de normes, parfois elles sont contradictoires, mais malgré tout, je n'entends pas, peut-être que Nathalie pourrait me contredire, mais je ne suis pas sûr, je n'entends pas la communauté des acteurs maritimes, les armateurs, les industriels, remettre en cause ces normes. Tous savent qu'il faut qu'on aille vers la transition écologique dont on parlait à l'instant. Tous savent qu'il faut qu'on limite la pollution de l'air à bord des bâtiments de croisière, à bord des navires à passagers. Tous savent qu'on ne peut plus laisser derrière soi une empreinte carbone importante. Donc, ce n'est pas tant la norme qui impose, ils nous disent simplement qu'il nous faut un peu de temps et il nous faut aussi un peu d'argent, beaucoup d'argent même parfois, pour pouvoir relever le défi. Mais la norme en tant que telle et la transition, ils ne la remettent pas en cause. Chaque fois que je vais au cluster maritime, chaque fois que je vais à Armateurs de France, ils nous disent oui, bien sûr, il faut y aller. On sait bien qu'on a une responsabilité, on a une RSE, on a une responsabilité sociale et on sait qu'il faut y aller. Non, sur la décarbonation, je partage complètement. Sur d'autres sujets, parfois on peut se dire que on pourrait faire un travail. D'ailleurs, le cluster souhaite le faire, un travail de ces normes et réglementations. Je ne parle pas du tout de la décarbonation, qui sont pas utilisées ou qui sont un peu dépassées ou qui peuvent être des freins parfois, oui. ou des décrets qui n'ont pas été appliqués ou des choses comme ça. Mais sur la décarbonation, non, c'est nouveau et je partage.
Alors, on est quasiment à la fin de notre interview. Moi, j'ai encore 2 petits points. Oui. Tout d'abord, tout à l'heure, quand je vous ai présenté, monsieur le député, j'ai parlé de dumping social avec une forme de solennité et de gravité. Et je voudrais rappeler, effectivement, pour quasiment terminer notre interview, que vous êtes à l'origine de la première loi en Europe qui tente de mettre un frein au dumping social pratiqué par des compagnies instrumentalisant des pavillons de complaisance. Alors ça, ma question, elle porte sur, évidemment, sur son application, sur le regard que vous en avez depuis son vote à l'unanimité des deux chambres. Évidemment, comment on peut renforcer cette loi. Mais avant ça, moi, j'aimerais avoir votre regard personnel sur ces compagnies qui instrumentalisent des pavillons de complaisance. Alors hier, en plus, je n'étais pas avec vous, malheureusement, à Boulogne. Donc je pense que ça a été un temps fort. Mais peut-être que au-delà de votre regard et comment on pourrait renforcer la loi dite le GAC, quelle est votre analyse un peu personnelle avant sur qu'est-ce qui se passe et est-ce que vous avez un coup de gueule? Oui, j'ai un coup de gueule. Je ne sais pas si vous avez lu les uns et les autres. Cette semaine, il y a une information qui est tombée dans nos boîtes mail à tous par Le Marin, mais qui a été reprise par de nombreux magazines spécialisés. L'année dernière, en 2025, il y a 6233 marins qui ont été abandonnés dans les ports de la planète. 6233 marins qui ont été littéralement abandonnés par leur armateur, parfois avec leur bateau, parce que le bateau était considéré comme devenu une poubelle, il pouvait même plus, vous n'avez plus les fonds pour le faire avancer, mais 6200 marins. C'est-à-dire que l'humain, la variable humain est justement devenue complètement une variable d'ajustement, et que des armateurs, des femmes, des hommes, quelque part dans le monde, souvent ce sont des gens qui gèrent des fonds d'investissement, qui se préoccupent très peu justement de la nature, des conditions de travail, de la condition sociale de ces femmes et de ces hommes, qui sont littéralement abandonnés parce qu'à un moment, quelque part, dans une capitale, quelqu'un a décidé d'appuyer sur un bouton stop parce que cette activité n'est plus rentable, ou bien parce que cette compagnie ne peut plus ou veut plus exercer cette activité, et ils abandonnent les femmes et les hommes. Donc Or, effectivement, on parlait tout à l'heure de l'attractivité du secteur d'activité de la marine et des marins. On a besoin de femmes et des hommes. Et effectivement, il y a encore des comportements de voyous. Très récemment, la semaine dernière, en Bretagne, on a appris qu'une compagnie, là on n'est pas au bout du monde, une compagnie... allez, je ne vais pas dire son nom, mais une compagnie en Bretagne qui a fait une liaison régulière sur des navires à passagers. Eh bien, leurs marins français ne bénéficient d'aucune protection sociale. On est en 2026. On a le témoignage d'une jeune femme dans Le Monde de cette semaine qui nous indique qu'elle ne peut pas prendre un congé maternité. Elle ne peut pas avoir un bébé parce qu'elle n'a aucune protection, parce que, eh bien, elle est française, naviguant sur une compagnie pas française, qui lui dit vous n'avez qu'à vous inscrire, vous affilier à notre sécurité sociale anglaise. Sauf que quand elle va à la sécurité sociale anglaise, on lui répond mais vous êtes français, donc vous ne pouvez pas vous affilier chez nous. Donc voilà, les marins qui sont malades mais qui ne s'arrêtent pas parce qu'ils n'ont pas de protection sociale. On est en 2026 et on n'est pas à l'autre bout du monde, on est à Saint-Malo. Donc vous voyez, j'ai participé moi, pendant 7 ans au Conseil supérieur des gens de mer. C'était absolument gratifiant, puisque eh bien, on parle aussi de la condition sociale des marins. Et donc oui, c'est un sujet toujours d'actualité. Et la loi sur le dumping social, eh bien, elle découle directement de ce contexte où on a des armateurs. Et moi, toujours un député nourri par les expériences de son territoire, Jean-Marc Grouet, patron de la Britanniferie, qui me dit en 2022, si ça continue comme ça, parce que eh bien, on va devoir fermer. En tout cas, on ne pourra pas suivre. Il y a des nouvelles compagnies qui arrivent sur le transmanche, le navire à passagers entre la France et la Grande-Bretagne. Il y a des nouveaux opérateurs, là on va les nommer, P&O, Irish Ferries, qui arrivent et qui payent à coups de lance-pierre leurs marins qui ont des conditions de travail effroyables, qui ne mettent pas pied à terre, qui ne débarquent pas parfois pendant 4 ou 6 mois. Et donc, bien évidemment, ça crée un dumping, c'est-à-dire ça crée une situation de concurrence absolument ultra-libérale, sauvage. J'ai dit, si c'est ça demain le modèle, nous, on ne pourra pas suivre. Et donc voilà, c'est l'histoire de ma loi sur le dumping social. Mars 2022, P&O licencie 800 marins anglais qui sortent par l'arrière du bateau. L'armateur leur dit vous débarquez, vous coûtez trop cher, et le lendemain
par la porte avant, il y a 800 autres marins qui embarquent, qui étaient des marins extra-communautaires, qui sont syriens, indonésiens, etc. Et donc ça a beaucoup ému, heureusement, l'opinion britannique, le gouvernement britannique, en même temps le gouvernement français. Ça a été le point de départ, effectivement, de la loi sur le dumping social, une loi très simple, votée à l'unanimité, avec juste deux critères, deux obligations. La première, tous les marins qui naviguent sur ces compagnies doivent être payés à un salaire minimum conventionnel, soit celui de la Grande-Bretagne, soit celui de la France, et respecter une parité entre le temps de travail et le temps de repos, fixé à 14 jours et 14 jours. Donc, parce que quand, voilà. Monsieur le député, vous parliez des 4 à 6 mois des gens qui embarquent, on peut peut-être ajouter qu'en fait, ils ne débarquent jamais. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être changer de compagnie, mais ils pourraient embarquer tout de suite. Il n'y a pas de temps de repos, il n'y a rien. C'est ça. Et l'autre point, vous parlez du transmanche, mais j'ai cru comprendre qu'on avait un peu le même phénomène côté Méditerranée qui est en train d'émerger également. C'est vrai. On en a parlé hier, d'ailleurs, au moment du colloque à Boulogne. Il y a une table ronde sur la Méditerranée. Alors, la Méditerranée, c'est plus compliqué, puisque transmanche, c'était relativement simple. Il y avait la France d'un côté, la Grande-Bretagne de l'autre, et l'Irlande. Il n'y avait que 2 pays principaux, et l'Irlande en plus. La Méditerranée, c'est plus compliqué. Il y a l'Italie, il y a l'Algérie, il y a la Tunisie, etc. Mais oui, c'est un modèle qui... C'est quel modèle de société on veut pour demain, tout simplement, pour les marins qu'on va embarquer. Et puis la question de l'emploi, ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce que c'est normal? Et je pense que on comprend mieux votre attachement, et puis peut-être aussi la dernière question que je vais vous poser, mais la question du rapport au travail, parce que c'est pas normal de faire 6 mois non-stop. Et vous l'avez très bien dit tout à l'heure, avec aussi les bâtiments qui sont oubliés, avec les 6000 marins dont vous parliez, qui ont beaucoup de difficultés pour rentrer chez eux parce qu'ils sont au bout du monde, et ça pose plein de questions sur la condition humaine, en fait. Regardez pendant le Covid, situation dramatique, des marins qui erraient véritablement seuls dans les ports. Parce qu'aucun armateur ne voulait payer le billet d'avion pour rentrer. En plus, il n'y avait plus d'avion, etc. Mais ils n'étaient absolument pas pris en charge. Et il y a une question qui était très importante pour le transmanche. Il y a aussi la question, que vous connaissez bien, c'est la question de la sécurité maritime. Parce qu'un marin qui ne met pas pied à terre pendant 4 mois, qui travaille non-stop 24 heures sur 24, au bout d'un moment, il peut faire une erreur, quoi. Sauf que là, on est sur la Manche, qui est l'un des 3 les plus fréquentés, l'un des 3 maritimes les plus fréquentés au monde. Donc là, une erreur humaine, ça ne pardonne pas. Donc voilà, c'est un beau combat, et puis, mais il faut qu'on reste très vigilant, et notamment hier on a beaucoup parlé des contrôles aussi, pour faire en sorte et vérifier que la loi est bien appliquée. Écoutez, on comprend mieux, monsieur le député Didier Legac, pourquoi vous avez été élu personnalité politique de l'année. Félicitations. Je comprends mieux pourquoi, moi je vous connais, mais j'oserais bien vous poser la dernière question qui est sur mon papier. Alors oui, la vision pour le maritime français à l'horizon 2030 ou 2050, on a un petit peu parlé, mais moi je retiens, et je vais évidemment quand même vous poser la question, mais je me demande si un de vos combats, c'est pas celui dont on a parlé autour de la question humaine aussi, parce que celle-là, elle est quand même très... elle est très humaine. Pour le coup. Je ne vais pas faire de fausses modesties, mais c'est vrai que j'ai été très touché par ce prix qu'on m'a remis, l'Académie de Marine, en plus très prestigieuse, qui me remet à moi, un gars de la terre, un petit gars de la campagne, du Léon finistérien, le prix de la personnalité maritime de l'année. C'est vraiment beaucoup d'honneur. Et puis c'était assez inattendu en ce qui me concerne. Le 21e siècle sera maritime. Tous les observateurs le disent. Il sera maritime, donc effectivement, on pourra encore faire beaucoup d'émissions comme celle-ci. Parce qu'il y aura encore beaucoup de jeunes à venir dans le secteur. Il faut, parce qu'il sera maritime. D'abord, malheureusement, à cause aussi de la montée des conflits un peu partout. On est quand même en train de vivre un basculement géostratégique dans le monde, avec la montée des États-nations, des États-puissances, États-Unis, Russie, Chine, et donc et les amiraux et la marine nationale le sait bien. La mer sera le théâtre des opérations. Demain, ça se passera à terre, mais ça se passera aussi beaucoup en mer, puisque, et d'ailleurs, on a la chance et l'opportunité, la grande chance en France d'avoir, en Europe déjà, on est le seul pays à avoir cette puissance militaire maritime.
qui nous permet justement, et ça fait peut-être le lien, on peut finir là-dessus, on parlait des Outre-mer, on parlait de notre place dans le monde, mais on a justement la chance d'avoir une puissance maritime militaire très forte, qui nous permet d'avoir des patrouilleurs Outre-mer, qui nous permet d'avoir des gardes-côtes, qui nous permet d'avoir des patrouilleurs côtiers, maritimes, des frégates, des sous-marins, qui effectivement, et puis on a la flotte d'Ifremer, et on a la flotte du Chaume, enfin, on a beaucoup de bateaux qui sont justement... La SNSM, on peut la SNSM, bien sûr. tous les Non, gendarmes. on est une grande puissance maritime et il y en aura encore besoin en 2021. C'est aussi une question de souveraineté. Souveraineté alimentaire, souveraineté maritime, souveraineté diplomatique et souveraineté tout court. Si on abandonne nos océans, on abandonne notre souveraineté. Merci beaucoup, monsieur le député. Ça a été un vrai plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui. Vous êtes bien sûr invité à participer quand vous le souhaitez à cette Très émission. gentil. Merci Et puis je voulais beaucoup. remercier John. Merci John. Et puis à très vite pour une nouvelle émission, John. Merci Nathalie, merci Monsieur Le Gac. Merci à vous. Bonne soirée. Merci. Merci.